Notre deep dive aujourd'hui commence en plein milieu de l'Atlantique, sur le pont d'un navire négrier du XVIIIe siècle. Mhm. Mais attention, ce n'est pas une histoire ordinaire de captivité. C'est le récit d'une guerre menée par 500 guerriers d'élite qui ont tout simplement refusé de devenir des esclaves. Ouais. On va plonger dans la révolte des Tyados du Cayor. C'est une unité de la garde royale Wolof. Et pour ça, on a une source qui est assez exceptionnelle. Oui, le témoignage direct d'Antoine Pruneau de Pomme-Georges. C'est un administrateur français qui était sur place, qui les a connus. Qui les a vus? Et notre mission, c'est de comprendre comment l'identité, l'honneur, la cohésion de cette caste guerrière a pu transformer un navire négrier en véritable champ de bataille. C'est une histoire qui commence au Sénégal et qui va avoir des échos jusqu'aux Amériques. Exactement. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir de qui on parle. Qui étaient ces hommes précisément? La source dit que ce n'étaient pas des captifs ordinaires. Non, pas du tout. Ce sont les Tiédos. C'est la garde personnelle du roi du Cayor. Des soldats de métier, quoi. Des professionnels. Voilà, des professionnels. Leur capture, en fait, c'est pas une rafle au hasard. C'est le résultat d'une guerre civile. D'accord. Leur camp a perdu. Et du coup, toute leur unité, les 500 hommes, est vendue en un seul bloc aux Français, sur l'île de Gorée. Ah oui, donc on a un régiment entier qui est fait prisonnier, pas juste des individus. C'est ça. Et ça change absolument tout. Parce que là, leur éthique de guerrier, elle entre en collision directe avec l'esclavage. Leur code de l'honneur. Leur code, le Djom. Pour un Tiédo, la mort est 1000 fois préférable au déshonneur. Et être esclave, c'est le déshonneur suprême. C'est pire que la mort. Donc pour les Français qui les achètent, c'est une poudrière. C'est un cauchemar sécuritaire. 500 hommes qui parlent la même langue, qui ont une hiérarchie, des chefs, qui se connaissent. Et ce cauchemar, il devient très vite une réalité. L'explosion n'a même pas le départ en mer. Non, ça se passe directement à Gorée. Les Tiédos organisent un complot. Le but, massacrer la garnison et prendre le contrôle de l'île pour s'enfuir. Et ça échoue. Ça échoue de justesse. Le plan est dénoncé. Alors les Français décident de faire un exemple. Ils sortent les 2 chefs du groupe. Et là, la scène que la source décrit est ahurissante. Totalement. Interrogés, les 2 chefs non seulement avouent, mais ils revendiquent leur plan avec une immense fierté. Ils disent qu'ils préfèrent mourir. Et c'est là que les 498 autres guerriers, d'une seule voix, crient en chair. Dégla. Ce qui veut dire « cela est vrai ». C'est un acte de défi collectif absolument incroyable. La réponse française, elle, se veut terrifiante. C'est une mise en scène. Les 2 chefs sont placés devant 2 canons. Oui. Et Pomme-Georges donne un détail technique qui est glaçant. Les canons ne sont pas chargés avec des boulets. Non. Avec quoi alors? Avec la seule bourre, c'est le bouchon de paille qui sert à tasser la poudre. Tiré à bout portant, ça ne tue pas net. Ça déchiquette, ça pulvérise. Mon Dieu? L'objectif n'est pas de tuer, c'est de terroriser. Exactement. C'est de la terreur psychologique. On s'attendrait à ce que ça anéantisse leur volonté, mais non. Ça n'a absolument pas marché. Ça n'a pas brisé leur esprit. Les survivants sont vendus à un certain capitaine Avrillon. On l'avertit, on lui dit qu'ils sont dangereux, mais il n'écoute pas. Et il fait une erreur. L'erreur fatale. Quelques jours en mer, il décide de déférer une 15aine d'hommes pour les faire travailler sur le pont. C'était tout ce qu'ils attendaient? C'était le signal. Les hommes libérés se jettent sur l'équipage. Le capitaine Avrillon est l'un des premiers tués, massacré à coups de chaîne. Et en quelques minutes, les Tiédos sont maîtres du pont. C'est ça. Et là, ça devient une véritable opération militaire. L'équipage se barricade sur le gaillard d'arrière, la partie surélevée du navire. Et ils ont des fusils, j'imagine? Oui, ils tirent de là-haut, mais les Tiédos lancent des assauts coordonnés. Ils grimpent au cordage sous le feu et, la source dit, je cite, « sans manifester la moindre crainte ». Ils se battent comme à la guerre. C'est leur dernière bataille. Et face à ces vagues, l'équipage, en dernier recours, retourne ses propres canons. Contre le pont. Contre le pont. Il les charge à mitraille, avec des clous, des bouts de ferraille, tout ce qu'ils trouvent. Et ils tirent dans la masse. Le carnage. Le carnage est total. La source parle de 230 Tiédos tués sur le pont. Une véritable bataille rangée. Les survivants, tous blessés, arrivent finalement à Saint-Domingue, l'actuel Haïti, et sont vendus. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Mais il y a un héritage. Un héritage assez inattendu. Les archives de l'époque notent que les Wolofs sont réputés difficiles à briser. Ah ouais? Et il est très probable que l'arrivée de ces soldats, qui connaissent la discipline, la tactique, ça ait fourni des cadres militaires quelques décennies plus tard.
Au moment de la Révolution haïtienne? Précisément. C'est un paradoxe incroyable. En important ces hommes, les Français ont peut-être importé les germes de leur propre défaite à Saint-Domingue. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse avec une question, au fond. Est-ce qu'on vient de raconter une révolte d'esclaves qui a échoué? Ou est-ce que c'est le récit de la toute dernière campagne militaire d'un bataillon Wolof, une campagne qui n'a jamais cessé, de la terre ferme jusqu'à l'océan,